grandrecré.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Julien Aubert, qui est député du Vaucluse, département de président d'Oser la France et secrétaire général adjoint des Républicains. Bonjour Julien Aubert. Bonjour. Comment vous avez trouvé Emmanuel Macron hier soir sur la reconstruction de Notre-Dame ? J'ai trouvé moins bon que le soir d'avant, très honnêtement. C'était, à mon avis, une homélie surnuméraire, un peu creuse, dans lequel il y avait des oublis incroyables. Quel oubli ? Écoutez, il a fait 6 minutes pour parler d'une cathédrale, il n'a pas prononcé le mot catholique ou chrétien. Ça vous a choqué, vous ? Pas choqué, mais disons qu'on se demande s'il n'y a pas un malaise parfois dans ce pays de parler de sa propre culture. Parce que qu'est-ce qui est au cœur du sujet ? On s'aperçoit que cet édifice appartient à tous les Français, que nous avons une histoire riche, que cette histoire elle est faite évidemment de foi chrétienne, et que voilà, ce n'est pas un garage ou un hangar. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est pas faire injure, je dirais, à l'histoire que lui donner un nom. Voilà, donc il y avait ça. J'ai trouvé qu'il n'était pas très pratique sur les questions, par exemple, d'enquête, parce que fondamentalement, on veut passer tout de suite à la suite, mais je pense qu'on peut aussi légitimement se demander comment cet édifice qui a passé 8 siècles sans brûler, dans notre 21e siècle moderne et technologique, si fier de lui, est incapable de le protéger. Enfin, je crois qu'il y a une vraie question là-dessus. Vous trouvez qu'on va trop vite, oui, sur ces questions d'enquête, qu'on est trop sur la reconstruction et pas assez sur... pour l'instant, c'est la piste accidentelle, toujours quand même, qui est privilégiée. Oui, non, mais moi, je n'ai pas de raison de penser que ça puisse être autre chose, mais c'est vrai qu'ayant posé une question il y a 3 semaines sur les attaques faites contre les églises, c'est un sujet qui m'a interpellé, et donc je pense que de manière pratique, il parlait de l'impatience. Oui. Je pense qu'avant de parler de dans 5 ans, ce serait quand même bien, à un moment donné, je dirais, de faire toute la lumière. C'est pas forcément d'ailleurs une piste criminelle, c'est une vraie question. Moi, je trouve, si vous voulez... Négligence, alors peut-être ? Non, je veux dire, le sentiment de détresse qu'on a eu il y a 2 jours, c'est un sentiment de rage et d'impuissance, de se dire, mais comment je vis dans une époque extrêmement moderne, si fier de lui, on est des imbéciles, parce qu'on est plus bêtes que les types du 19e siècle qui étaient arrivés à protéger l'édifice. Oui. Et ce qui est assez surprenant, Julien Aubert, c'est que l'édifice n'était pas assuré. Visiblement, ça coûte trop cher, donc il n'y a pas de véritable assurance. Et qu'en plus... beaucoup de bâtiments, des monuments historiques ne sont pas aux normes, ils ne sont pas en conformité. Oui, et puis on a un problème régulier sur les monuments historiques. L'hôtel Lambert avait brûlé, c'est pas le premier édifice qui brûle au moment où on fait une rénovation. Donc je veux dire, si on devrait, je pense, si vous voulez, qu'on devrait à un moment donné quand même prendre quelques minutes. Les cathédrales sont quelque chose de très particulier dans le budget de l'État, parce que c'est directement géré par l'État. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de... c'est vraiment un statut très particulier, il y en a une 80 ou et quelques. Mais voilà, moi je pense simplement qu'il aurait pu prendre quelques minutes ou quelques secondes pour en parler, plutôt que, si vous voulez, de tisser un discours un peu creux, un peu nous sommes tous unis, nous allons continuer. Bon, on a compris qu'il était à l'orée d'une campagne européenne où ça lui permettait de reprendre du champ, comme on dit, mais il ne faut pas en faire trop parce que la corde finit par casser. Vous avez noté hier soir des doubles messages, reconstruire en 5 ans, c'est-à-dire un quinquennat, moment d'union, nous avons tant à reconstruire, c'est ça ? Oui, moi j'ai compris quand il dit 5 ans qu'il a envie d'aller, qu'il se représentera et qu'il a envie d'être là pour inaugurer Notre-Dame de Paris. Mais là aussi, je veux dire, confondons pas vitesse et précipitation. Moi je ne suis pas architecte, peut-être que c'est possible en 5 ans, mais un édifice qui a 800 et quelques années, qui a brûlé parce qu'on est incapable de faire une rénovation, avant d'aller dire au monde, vous allez voir, on va le reconstruire en 5 ans. Je dis, l'important, on n'est pas là pour battre un record de vitesse. Vous êtes sceptique d'ailleurs sur ces 5 ans ou pas ? Non, mais écoutez, moi, le pont du Gard, il a été fait par les Romains, il est toujours là. Il y a des édifices que nous bâtissons très rapidement et la première crue qui sont emportés. Donc, si vous voulez, je ne donnerai pas des leçons d'architecture, mais moi, ce qui m'importe, c'est que la reconstruction qui soit faite de Notre-Dame dure, si possible, pour 800 ans. Oui, alors, vous co-signez une proposition de loi avec Brigitte Kuster pour reconnaître Notre-Dame comme trésor national. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, très prosaïquement, alors normalement c'est un statut qui est fait principalement pour des œuvres d'art qui pourraient partir à l'étranger. Et donc qui bénéficient à ce moment-là d'une déduction fiscale de 90% de manière à permettre à ce qu'elles restent en France. Là, l'idée, c'était de faciliter les dons, parce que
ça va coûter très très cher quand même. Enfin, on n'a pas eu d'idée du devis, mais enfin, toute personne qui a refait sa cuisine, c'est qu'entre le devis et, il y a une et la différence, facture la finale. réalité. Oui, mais justement, Ouais. toute personne qui a fait sa cuisine sait que ça peut doubler. Alors imaginez le chantier de Notre-Dame de France quand on va réaliser que, vous comprenez, finalement, la voûte du XIIIe siècle, elle est peut-être plus fragile que ce qu'on pensait. Donc, il faut, voilà. Donc, 90% qui permettra effectivement, je pense, d'accélérer les dons et de faire en sorte que ce soit un vrai élan national. Ça l'est déjà, mais je pense qu'il faut l'amplifier. Oui, et sur les déductions fiscales, vous y voyez clair, vous, pour les grands donateurs? C'est-à-dire y voir clair. Pour l'instant, on est à 60%, on pourrait passer à 90%. Les Français, il y a beaucoup de réactions, effectivement, Oui, ce matin, qui vont dans ce sens. Je sais, il y a qui beaucoup de s'interrogent. réactions, mais alors, je peux Bon, comprendre. déjà, c'est bien qu'il y ait des grands Non, donateurs. mais moi, je peux comprendre. Moi, j'ai pas une détestation des riches, Oui, de manière générale. Ensuite, j'entends le discours de certains de mes collègues qui disent oui, mais c'est du coup l'État, quelque part, qui va payer parce qu'avec la déduction fiscale. Mais soyons très clairs, c'est un bâtiment qui appartient à l'État. Donc, à la base, celui qui devrait payer le financement, c'est l'État. Donc, à la limite, que le secteur privé vienne faire des dons qui soient défiscalisables à hauteur de 90%, ce qui fait qu'une petite partie de ce chantier soit pris en charge par des individus ou des entreprises, très honnêtement, moi, ça ne me gêne pas. Je crois vraiment que... Puis de toute façon, vous savez, d'une manière ou d'une autre, que les Français le sachent, c'est quelque chose qui appartient à tous les Français, et donc c'est tous les Français qui vont, d'une manière ou d'une autre, payer pour la réfection de ce monument, d'où la demande de clarification sur pas l'impéritie, mais en tout cas la difficulté à rénover les monuments historiques. Oui, alors Julien Aubert, cette catastrophe de Notre-Dame est en tout cas venue troubler la sortie du grand débat d'Emmanuel Macron, donc qui annonçait des mesures, qui devait annoncer des mesures lundi soir. Finalement, il a reporté la séquence, sauf que les 18 pages sont dans la presse ce matin. Déjà un regard sur cette annonce qui elle ressemble à quoi? Le regard sur une époque, si vous voulez, c'est que on communique, deux, on communique, et comme on communique trop vite, eh bien, on finit par avoir les annonces du président de la République qu'on commente alors qu'elles n'ont pas été prononcées. Bon, et alors la suppression de l'ENA, par exemple. Ah ben, la suppression de l'ENA. Vous étiez dans la même promotion, oui, la même promotion que lui. à Il l'ENA. faut un culot incroyable. C'est-à-dire que les Gilets jaunes disent Emmanuel Macron est déconnecté. Oui. En disant les énarques qui sont déconnectés, Emmanuel Macron déduit qu'il faut donc supprimer l'ENA. Et je trouve que c'est d'abord d'une facilité, parce que si vous voulez, écoutez, il y a des troubles dans les manifestations parce que la préfecture de police ne sait pas gérer. Supprimons la préfecture de police de Paris, j'ai réglé le problème. Enfin, ce n'est pas le sujet. Le sujet de l'ENA, ça n'est pas le sujet de ces murs, c'est le sujet de la sélection des élites. Et elle commence bien en amont, elle commence dès Sciences Po Paris. Donc, travaillons sur la sélection. Pourquoi est-ce qu'on a créé l'ENA? Pour permettre l'impartialité dans le recrutement. Que veut Emmanuel Macron dans la réforme de la fonction publique? Élargir sur le privé. Nous aurons de plus en plus des conflits d'intérêts ou des doutes sur l'impartialité de l'État quand vous aurez des hauts fonctionnaires qui étaient 5 ans avant chez Kering et qui repartiront après chez Kering ou chez Pinault ou je ne sais qui. On doit recréer... L'une des leçons de l'affaire Alstom, par exemple, c'est que nous avons besoin absolument d'une haute fonction publique qui soit protégée. Et ça signifie... C'est-à-dire protéger des émissions du privé, parce que déjà, vous avez des échelles de revenus qui vont de 1 à 10, pour ne pas dire de 1 à 100. Moi, si je suis haut fonctionnaire, si je n'avais pas fait de la politique, je serais dans le secteur privé, je gagnerais peut-être 30 ou 50 fois plus. Les Français doivent comprendre que ça repose ensuite uniquement sur la déontologie, et donc il faut établir des lignes de partage. Et je ne suis pas d'accord avec l'approche d'Emmanuel Macron, consistant en réalité à réduire l'État au minimum et à faire de la haute fonction publique, quelque part, des factotums. Mais il voudrait quand même, il voudrait créer une grande école, une grande formation, finalement, des fonctionnaires, des services publics. C'est la même chose où il remet en cause l'École nationale des magistrats, de la magistrature. Et oui, on l'appellerait l'ENA, d'ailleurs, l'École nationale d'administration. Oui. Il se prend pour De Gaulle, oui. Malheureusement, n'est pas De Gaulle qui veut. Non mais... Très honnêtement, on peut disserter, réformer l'école, il y a plein de choses à réformer, elle n'est pas parfaite cette école, mais c'est devenu, si vous voulez, le bouc émissaire. D'abord parce qu'il y a des Français qui pensent que pour être président de la République, il faut faire l'ENA. C'est faux, ça n'est pas une école qui prépare à la politique. Si vous avez un problème avec la politique, c'est pas l'ENA qu'il faut accuser, ce sont les gens que vous élisez et il faut en tirer les leçons de responsabilité. Et il y a un culot incroyable que de dire, alors qu'il a fait cette école,
je dirais, de l'utiliser comme bouc émissaire pour se protéger lui. C'est, vous voyez, pour quelqu'un qui longtemps... C'est quoi? C'est du populisme ou de la démagogie. Pour quelqu'un qui a dit « moi je refuse », et très souvent, il faut lui reconnaître cette qualité, il a pris des positions parfois difficiles en disant « je sais qu'elles sont impopulaires, mais moi je refuse de faire de la démagogie ». Et bien là, ce qu'il fait, je sais qu'il y a 90% des gens au Standard qui vont dire « mais il n'a rien compris, il faut supprimer l'ENA ». Je maintiens, on prend les Français pour des imbéciles sur cette question. Oui. Le tirage au sort pour une convention de 300 citoyens. C'est un gadget, enfin. La transition écologique. Alors, c'est une démocratie, on va vers de la démocratie plus citoyenne, participative. Grec. Oui. Grand bond en arrière. C'est vrai que c'est beaucoup mieux finalement d'être représenté par des gens qu'on ne connaît pas parce qu'ils ont été tirés au sort que par des gens qu'on a choisis. Quelle avancée démocratique. Oui. Le RIC, il pourrait y avoir des référendums locaux. D'accord. Écoutez, moi je me souviens de Notre-Dame-des-Landes, consultation populaire que le président de la République n'a pas respectée. Puis maintenant, il veut expliquer qu'il veut faire l'inverse. Ouais. Je vois pas pourquoi on aurait droit au RIC au niveau local et pas au niveau national. Ouais. Moi qui ai déposé une proposition. Alors, s'il a décidé d'alléger le nombre de signatures, c'est pas mal. Oui. Peut-être qu'il faudrait aussi réduire un peu le nombre de parlementaires. C'est ce que j'avais proposé dans une proposition de loi. Oui, c'est flou sur la proportionnelle. C'est flou, mais on a bien compris l'enjeu. Le vrai sujet, c'est que plus vous mettez de proportionnel, plus vous aurez un effet sur la réduction, sur la taille des circonscriptions. Puisque, par définition, le reste aura des très grandes circonscriptions. Moi qui suis élu en milieu rural, ça veut dire la fin de la proximité. Et du coup, ça veut dire une crise démocratique qui va s'amplifier et des élus qui seront dans la main des partis. Oui, alors il ne dit pas de suppression d'écoles et d'hôpitaux, justement, en milieu rural. Ça, c'est une bonne chose. J'en supprime une. C'est l'École nationale d'administration. Oui. À défaut de supprimer l'ISF. Oui, mais les écoles de proximité. Non, mais là aussi, il prend là aussi. Moi, ça fait. Je me rappelle, il y a 2 ans, il nous disait il n'y aura pas de fermeture de classes scolaires en milieu rural. Cette année, on m'a fermé 5 classes. J'ai la circonscription la plus rurale du département de Vaucluse. On m'a supprimé 5 classes. Et en solde, le Vaucluse perd des classes. Donc, et on m'a fermé, moi aussi, d'ailleurs, pas mon hôpital, mais ma maternité sous le précédent mandat, en plein cœur de la ruralité. À un moment donné. Très bien, oui. mais qu'il le fasse, parce que pour l'instant, c'est pas du tout la politique. Baisse d'impôts pour les classes moyennes, avec une nouvelle tranche. Ça, c'est une bonne mesure, baisser l'impôt sur les classes moyennes, parce que je pense qu'elles sont les grandes perdantes actuellement. C'est une question de justice fiscale. Oui. Bon, en clair, finalement, sur ces mesures qui ont fuité, vous lui demandez quoi, Emmanuel Macron, de revoir sa copie ou Non, finalement... moi, je pense que ce qui lui manque, à la place de l'inventaire à l'après-vert, c'est une vision de ce pays et d'expliquer aux gens où on va. Et ça ne passera pas par quelques gadgets, quelques boules de Noël qu'on mettra sur le sapin pour attirer le chaland. Ça n'est pas ça qu'on attend d'un président de la République. Bon, un président de la République devrait dire ça. Oui. La campagne de François-Xavier Bellamy, ça avance bien ? Oui. Dans quel sens ? Dans le sens de l'authenticité, de la sincérité. Je pense qu'il fait beaucoup de bien à la droite. Oui. Après une campagne de François Fillon où il y avait eu un hiatus entre les valeurs que la droite défend et le candidat avec lequel elle s'était retrouvée, François-Xavier Bellamy rétablit une harmonie. Ah, il n'est pas du tout dans le schéma de François Fillon. Je dirais. J'avais cru comprendre le contraire, qu'il était finalement sur le fond, dans le droit fil. Non, sur le fond, évidemment, il y a une correspondance, mais je dirais dans la manière de faire campagne de François-Xavier Bellamy, dans sa sincérité, dans son authenticité, il amène une fraîcheur dont la droite avait bien besoin après, je dirais, l'annus horribilis de 2017. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Julien Aubert. Et ce matin, on parle de Philippe Poutou, l'ex-candidat à l'élection présidentielle, qui a ironisé sur les dons pour Notre-Dame des grands patrons, Pinault, Arnaud et Bettencourt. Il estime que s'ils ont trop d'argent, ils devraient plutôt les mettre à la disposition des collectivités. On ne peut pas faire des dons à des collectivités locales. On vit dans une époque malheureusement un peu cynique où dès qu'on essaie de construire quelque chose, on se moque. Et Patton disait, quand vous faites quelque chose, vous êtes critiqué par 3 sortes de gens, ceux qui font la même chose que vous, ceux qui font l'inverse et surtout, ceux qui ne font rien. Merci, vous avez un invité surprise. Oui, salut Julien, c'est Henri Guénaud. Tu te souviens, j'étais ton prof à Sciences Po. Oui, je suis libre alors. Quel courage t'as eu d'aller au bout, car déjà quand j'étais chroniqueur à Sud Radio, m'écouter 3 minutes tenait de l'épreuve d'endurance. Alors se taper 3 heures de Guénaud dans un amphi surchauffé, ça relève carrément des pires châtiments infligés sous la Rome antique. Alors voici ma question. Toi qui as créé la polémique dans l'émission de Barthez en te trompant sur le prix du gasoil, te rappelles-tu du prix du steak haché purée à la cantoche de Sciences Po? Ah, mais c'était subventionné en plus à l'époque. C'était compris. Puisqu'on était au resto U, vous savez. C'est quel prix? Parce que la mémoire en politique, c'est important. Ah, mais est-ce que je prenais du steak haché purée? Moi, je me rappelle qu'on payait
4 ou 5 euros le repas Non, c'était en au francs, au peut-être. troisième étage. C'était en francs. Oui, à mais je l'époque. traduis, c'était à 30 francs. Quoi. Oui. Oh, même comme pas. ça, Même 35 pas. francs. Sans doute moins. Ouais. C'était moins de 10 francs les repas au resto. Enfin, ça dépend à 4 quelle époque. euros, quoi. T'es aussi bien calé en prix du gasoil qu'en haché puré. Ouais, mais je dois sûr. reconnaître que je mange plus de steak puré que je bois de gasoil. C'est très mauvais pour la santé, Manu. C'est vrai. Merci Julien Aubert, député de Vaucluse, secrétaire général adjoint des Républicains, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et Dany Moreau qui sera avec nous bien sûr à partir aux alentours de 8h20. Dans un instant, c'est Monseigneur Michel Aupetit qui est archevêque de Paris. Puis il y aura aussi les mesures de Macron qu'il a failli annoncer pour le pouvoir d'achat. Ça, c'est l'opinion d'Yves de Cardrel. Restez avec nous, il est 7h57.